Dans le niveau UFC, surtout dans le rooster des 70 kg, qui est le rooster où il y a le plus de combattants, je pense qu'il y a certains combattants peut-être du top 15 que je peux envisager de battre. Comment tu vas? On sait que tu viens de passer un mois au Daghestan. Comment ça s'est passé? Alors je vais très bien, donc effectivement je reviens du Daghestan. Je regrette de ne pas avoir fait ce voyage plus tôt, mais je l'ai fait, c'est plus important et surtout je vais y retourner parce que c'est vraiment un endroit qui est incroyable pour l'entraînement. Il y a tellement de talent concentré dans une petite zone. C'est vraiment un endroit où il y a possibilité d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses très rapidement, de par le fait qu'il y a beaucoup de combattants bons, expérimentés, de toute catégorie de poids. Je compte y retourner en 2025 et j'espère pour une durée de 3 mois. Alors peut-être pas d'affilée, mais au moins condensé dans l'année, j'aimerais en tout cas y passer du temps. On a souvent cette image du Daghestan comme un endroit où on s'entraîne dur. C'est ce que tu as pu constater là-bas? Oui, on s'entraîne dur, on s'entraîne pour devenir bon, mais après, de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire énormément dans le Caucase de manière générale beaucoup de salles, j'ai pu observer une approche et une gestion de l'intensité du volume d'entraînement très différentes. Par exemple, en Tchétchénie, il y avait des jours qui étaient très difficiles avec un gros volume d'entraînement, 2 entraînements dans la journée, avec beaucoup de rounds à très haute intensité. Le lendemain, beaucoup plus, on maintenait l'intensité mais beaucoup moins volumineux. Et par exemple, on avait quelque chose de plus constant dans le club de MMA dans lequel j'étais au Daghestan. Les deux vont induire des adaptations différentes, mais qui de toute façon permettra à l'athlète de se surpasser physiquement et techniquement avec le temps. Donc, Et du coup, de ce mois au Daghestan, qu'est-ce que tu as pu en tirer comme apprentissage? À la période où j'y étais, en Tchétchénie, il faut savoir qu'il y a un turnover des combattants en fonction des combats qui arrivent ou pas, et aussi en fonction de s'ils sont sur place ou pas. C'était plutôt des strikers au moment où j'y étais, donc ça a été plutôt une expérience sur le striking et la gestion de la distance, etc. Et au Daghestan, dans le club où j'étais, c'était vraiment une grosse base de lutte. Donc ce que j'ai pu en tirer, en fait, dans les deux cas, ça me permet de, déjà de faire évoluer ma réflexion sur différentes positions spécifiques à l'activité, mais surtout aussi de... Ce qui me marque, c'est qu'en fait, ils ont tellement une culture, en général dans les clubs, en général, dans le monde entier, un club va avoir une culture, une approche du MMA qui va être très précise, très particulière. Et en fait, le fait d'être confronté à cette nouvelle culture, cette nouvelle approche, ces nouveaux sparring partners qui appliquent cette vision, ça permet de mettre en évidence peut-être des défauts ou des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour nous, mais qui le sont pour eux. Et donc, par la suite, quand je rentre en France, car un mois c'est bien court pour pouvoir réellement changer son jeu, par la suite, quand je rentre en France, eh bien, j'ai des devoirs. J'ai compris des choses, je sais que, ok, ça il faut que je bosse, ça il faut que je bosse, ça il faut que je bosse, et je vais prendre le temps de développer et d'essayer de m'approcher de ce qu'étaient capables de reproduire mes partenaires sur place. Ces voyages à l'étranger dans des salles, tu le fais, j'imagine, conjointement avec Aldric. C'est une volonté de ta part ou Aldric aussi pousse pour que tu ailles là-bas? Exactement, il faut savoir que tous ces voyages, je les fais conjointement avec Aldric. Aldric Cassata, c'est un monsieur qui était fan de sport de combat et de MMA, et quand il était jeune, ça n'existait pas en France. Il a donc lui-même expérimenté le fait de voyager pour s'entraîner. Il est allé en Russie, il est allé aux États-Unis, il est allé au Brésil, et c'est des endroits où quand il y allait pour 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et par ce fait, il a appris et acquis de l'expérience qu'il nous a transmis par la suite. Donc il a une réelle compréhension de l'intérêt pour un combattant de voyager, de s'expatrier, de passer du temps dans une autre culture et d'apprendre auprès des combattants locaux. Justement, du coup, t'es parti à l'étranger après ton dernier combat contre Gagloev. T'as connu une année 2024 où tu as eu ce nul contre Daguerre, cette victoire contre Gagloev. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de cette année 2024 pour toi? Je tire toujours beaucoup d'enseignements des combats que l'on réalise. Et de cette année 2024 a été riche en enseignements de par le combat avec Daguerre et le combat avec Gagloev forcément. Mais on va dire que j'ai été dans des eaux profondes avec Daguerre, d'une manière dont j'avais jamais encore expérimenté, même si j'ai eu des combats difficiles auparavant, que ce soit en professionnel ou en amateur. Et c'était pas un combat facile, Gagloev non plus, c'était un adversaire très coriace. J'ai trouvé une solution assez rapidement, ce qui peut laisser penser qu'il y avait une certaine aisance dans la gestion du combat, mais ça restait quand même un combat difficile. Ce que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui je suis un meilleur combattant et que j'aime vraiment ce sport. Ça me confirme dans mon ressenti vis-à-vis du sport. J'aime vraiment ce sport, j'aime vraiment mon métier et j'ai juste envie de devenir meilleur et de continuer à combattre. T'as la ceinture d'Arès. T'as ce titre de champion des moins de 70 kg. Comment elle s'articule ta vie? Déjà, est-ce qu'on vit du titre de champion Arès en France? Alors aujourd'hui, je suis champion de l'Arès à 70 kg, donc effectivement, depuis que j'ai gagné la ceinture, il y a une
un peu plus grande aisance de trouver des sponsors et des soutiens financiers pour que je puisse pratiquer mon activité dans les meilleures conditions. Donc ouais, il est indéniable qu'avoir la ceinture, c'est vraiment quelque chose qui booste la carrière. Néanmoins, est-ce que dans ma tête, je vis la chose différemment? Non, je stresse toujours autant lorsque j'ai un combat qui arrive. Lorsqu'on m'annonce mon adversaire, lorsque je rentre en prépa, lorsque je suis dans les vestiaires avant le combat. Après, j'ai toujours eu la chance, depuis que je suis passé professionnel, d'avoir suffisamment de soutien de par mon entourage pour pouvoir pratiquer mon activité dans les meilleures conditions. Et j'ai bien conscience que j'étais privilégié à cet égard, car c'est pas le cas de plein de combattants qui ne sont peut-être même pas à leur début professionnel, mais qui sont bien installés dans leur carrière et qui sont en difficulté à joindre les deux bouts. Et je pense qu'en France, de par le travail des acteurs fédéraux, mais aussi d'acteurs privés, tels que les agences, eh bien, on développe le sport et on rend la chose de plus en plus accessible. On est en train de créer un écosystème économique, comment dire, périn pour la plupart pour tous les acteurs du sport. Les athlètes, les coachs, les agences qui gèrent les coms, les sponsoring. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le MMA en France dans les années à venir. Justement, 2025, c'est une année qui peut être aussi charnière pour toi. Ça devrait commencer assez rapidement avec un événement à Nice. Dans l'idéal, mon année 2025 se déroule de la manière suivante. Une excellente performance à Nice, avec un finish, une masterclass si possible. Et puis derrière, je signe à l'UFC. Je fais mon premier combat à l'UFC, je fais la performance de la soirée, et je recombats à l'UFC et je refais la performance de la soirée. Et j'enchaîne les performances jusqu'en 2027 où je combats pour la ceinture. Voilà le monde idéal. Justement, ton nom il a été aussi associé à l'UFC, notamment en 2024, où toi, comme Virgile, on se demandait quel Français serait signé. Est-ce que tu penses que ça aurait été le bon moment pour toi de signer en 2024 à l'UFC? C'est toujours le bon moment de saisir une opportunité. Et donc effectivement, signer en 2024 pour l'UFC, je l'aurais fait tous les jours contre qui que ce soit parce que c'est la plus grande plateforme sur laquelle un combattant peut espérer être. Et donc bien évidemment que la moindre occasion que j'aurai d'y être, je ferai tout pour. En amateur, tu as affronté des combattants qui sont aussi passés par l'UFC, comme Gadzi Omargadzhiev. Comment tu te situes par rapport au niveau UFC? Eh bien, dans le niveau UFC, surtout dans le rooster des 70 kg, qui est le rooster où il y a le plus de combattants, donc à savoir 90 combattants dans la catégorie de poids. Comment je me situe, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a l'idée qu'on se fait des choses et la réalité. Mais je pense que il y a une très large palette de combattants. Il y en a qui vont demander beaucoup d'entraînement de ma part pour pouvoir me mettre à leur niveau et d'autres dont je suis, je pense, à mon avis, déjà au-dessus. Donc je pense qu'il y a certains combattants peut-être du top 15 que je peux envisager de battre. Mais encore une fois, il faut gagner le droit de pouvoir combattre ces combattants et pour cela, il faut combattre et performer au fur et à mesure. Ce qui m'avait notamment marqué, c'est après ton combat contre Daguerre où tu passes 5 rounds, tu te présentes en conférence de presse et tu nous fais tout le déroulé du combat. Alors il y a une partie du combat contre Daguerre dont je ne me souviens pas très bien, notamment la phase où je prends un crochet gauche dans la mâchoire et que je perds brièvement connaissance l'espace d'un instant et que je suis en mode survie. Et ça a été un problème dans ce combat parce que pendant tout le combat, après, j'ai eu une appréhension sur les phases de striking car je n'ai pas compris pourquoi j'ai été touché. Et mon coin a essayé de me l'expliquer, mais j'étais trop dans le moment pour réellement saisir le pourquoi du comment. Et donc, j'avais cette appréhension tout le combat. Après, on se rappelle jamais réellement en détail toutes les phases du combat. J'aurais pas pu, je pense, pendant la conférence de presse, expliquer exactement les erreurs que j'ai fait à chaque round parce qu'il y a eu des erreurs commises à chaque round. Néanmoins, j'avais une idée globale. À chaque fois que je combats, je sais à peu près si je suis devant ou derrière au niveau des points. Et ça, je pense pour le coup que c'est lié à mon expérience amateur où je sais si, ok, là, il faut que j'accélère, ok, là, je suis devant, je peux temporiser. Donc, je pense que c'est plus ce rapport à ma place dans la course, dans le combat, qui me permet d'avoir une idée du déroulé du combat.